bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment intégrer une IA générative dans API Platform et surtout, est-ce que c'est une bonne idée? Pour me présenter brièvement, je m'appelle Laura Durieux. Mon pseudo sur l'internet, c'est DevGirl. Je suis full stack web développeuse. Je ne suis pas PHP développeuse de profession, mais je suis quand même là. J'ai gagné des médailles au World Skills Belgium. D'ailleurs, il y avait les éditions mondiales à Lyon en début septembre. Je ne sais pas si vous les avez vues passer ou entendu parler. N'hésitez pas à aller voir, c'est génial. Je suis streameuse sur Twitch et je suis également présentatrice pour RTBF XP, RTBF qui est le média national belge. Ah oui, du coup, je viens de Belgique, du coup. Bonjour la France. Alors, le moment le plus technique de la conférence, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Sur Twitch, c'est _. Sur Twitter, il y en a 2 et Instagram, il y en a 3. Voilà, c'était le moment technique. J'ai fait ce que je pouvais. Vraiment, ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. N'hésitez pas à scanner le QR code, c'est plus facile. Alors, il se peut que je sois conférencière depuis un peu moins d'1 an et demi maintenant. Et j'ai une conférence qui me tient extrêmement à cœur. C'est l'histoire de l'informatique à travers des portraits féminins. Ça me tient tellement à cœur que maintenant, vous devez peut-être en avoir un peu marre de m'en entendre parler tout le temps. Mais à force de faire cette conférence, je me suis surtout rendu compte à quel point en fait, ça aide des personnes d'avoir un rôle modèle, d'avoir une représentation, et surtout les femmes, du coup, ici. Donc, j'ai décidé de créer un projet open source et collaboratif qui s'appelle Impact. Impact pour Initiative for Minoritized Pioneers and Achievements in Computer Technology. On hésite encore à remplacer Initiative par Impact pour faire la blague du récursif, évidemment. Comme quoi, j'ai vraiment une communauté de geeks. N'hésitez pas à scanner le QR code. Le site est déjà en ligne. Vous pouvez déjà participer à votre niveau, évidemment. Si le site ne fonctionne pas, c'est parce que c'est l'effet démo, évidemment. Ne m'en voulez pas. Le but de ce projet, en fait, c'est vraiment essayer de rassembler un maximum de sources et d'informations par rapport aux femmes qui ont révolutionné la tech. On commence par les femmes, évidemment. On voit que le projet est adapté pour peut-être amener d'autres personnes qui sont minorisées dans la tech. Mais quand vous faites des recherches sur des femmes sur Internet aujourd'hui, Grace Hopper, ça va, son Wikipédia, il est bien fourni. Vous cherchez quelqu'un qui a quand même fait quelque chose d'incroyable, je vous souhaite bonne chance pour trouver sa date de naissance complète. Parfois, il faut aller chercher jusqu'à la page 4 ou 5 de la recherche Google pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc le but ici, c'est de regrouper un maximum de ressources, donc que ce soit des sites web, des articles, des podcasts, des vidéos, tout ce que vous voulez, justement pour pouvoir avoir une belle base de données. Du coup, ça ressemble fort à un wiki. Mais j'avais envie vraiment de construire la base de données autrement, où c'était vraiment une liste d'informations, une liste d'actions, de faits, d'accomplissements. Ce qui fait que, en fait, ça devient un super terrain de jeu pour les IA. Donc le but ici sera de générer les biographies des femmes. Donc effectivement, vous ne devez pas écrire les biographies sur le site. Le but, c'est de mettre toutes les informations. Et avec des intelligences artificielles du genre de chez OpenAI, de chez Claude ou de chez Mistral, vous pouvez du coup générer les biographies. Donc, cette conférence ne va pas vous apprendre à créer une IA, mais à bien intégrer, à utiliser une IA, un modèle qui est déjà pré-entraîné. Alors, moi, j'ai un peu regardé toutes les conférences pendant API Platform. Je ne vais rien, je ne révolutionne pas la tech. Ici, vraiment, j'ai envie aussi d'un peu ouvrir la discussion, d'ouvrir un peu des débats, de vous donner des idées, d'en discuter avec d'autres gens, parce que l'IA, c'est pas seulement de la tech, ça a un impact sur la planète, sur les gens. Et je trouve que c'est très important d'en parler, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, ce sera technique et social. Voilà, bonne chance. Les définitions, donc quand même on va mettre un peu de définition. Donc pour l'intelligence artificielle, la définition nous vient du Parlement européen. L'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. C'est avec ce genre de définition qu'après on a peur que Terminator arrive sur Terre. Ensuite, on a l'intelligence artificielle générative.
Donc l'intelligence artificielle générative est une technologie de l'intelligence artificielle qui est capable de créer des contenus à partir de modèles d'apprentissage profond entraînés avec de grands ensembles de données. Donc aujourd'hui, les applications d'IA générative sont utilisées pour produire des textes, des images, du code, etc. Donc il y a un mot qui est très important dans cette définition qui est modèle. Aujourd'hui, on parle de modèle, on parle d'IA, on interchange les deux mots, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il faut savoir du coup que l'intelligence artificielle générative est un type d'intelligence artificielle et les modèles, ça va être ce qui va composer votre intelligence artificielle. Ici, je vous ai listé quelques exemples de modèles qui ont en fait chacun leur propre utilité, leur propre tâche. Donc, par exemple, on a OpenAI avec GPT, le plus connu, 3.5. On a le GPT 4o qui est récent. On a Anthropic avec Claude, avec ses différents modèles de Claude. On a Mistral avec Mistral large, Mistral small, mais également Google, Meta, etc., etc. Et en fait, vraiment, chaque modèle, soit va vous générer du texte, soit va vous générer des images, soit des vidéos. Et en fait, ces modèles ensemble peuvent vous donner ChatGPT, par exemple, qui sait vous générer du texte, mais pour les versions payantes, peut vous générer aussi des images ou du son, etc. Alors, des IA dans une API, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi on doit penser? Parce que c'est très chouette de foncer directement dans le tas, de zapper quelques slides ici, directement coder. Moi, j'aimerais quand même, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent en entreprise, et c'est important aussi de sensibiliser votre entreprise à réfléchir avant de vouloir mettre de l'IA à tout va n'importe où. Donc, il y a plusieurs défis déjà d'intégrer de l'IA dans une API. C'est notamment la consommation des ressources. Donc, quand on parle de LLM, donc de Large Language Models, donc par exemple comme GPT-3, qui est très très gros, qui a genre 173 milliards de paramètres, voilà. Ça consomme très fort, ça consomme beaucoup, c'était pas français ce que je viens de dire, et que ce soit en termes de mémoire qu'en termes de calcul. Donc, si à un moment vous souhaitez, parce que c'est possible, héberger localement un modèle d'IA pour pouvoir l'utiliser dans votre société, faites attention, renseignez-vous bien sur les modèles, il y en a qui sont plus légers, qui existent. Il y a le temps de réponse, comme vous le savez, vous avez tous utilisé ChatGPT, quand vous rentrez un prompt, ça met du temps à se générer. Faire attention à la taille de votre modèle, mais également à la complexité de votre prompt, peut réduire le temps d'attendre et le délai qui peut nuire très très vite à l'expérience utilisatrice. On a ensuite le fine-tuning des modèles qui répond notamment aux deux premiers défis. Donc c'est le but du fine-tuning, c'est d'ajuster un modèle pré-entraîné pour répondre à des cas spécifiques. Et vous inquiétez pas, on en parle après. Et on a l'interopérabilité. Merci Nicolas d'avoir introduit ce mot à ton talk avant. Évidemment, c'est vraiment dur à dire. Avec API Platform. Donc évidemment, API Platform travaille avec des entités doctrine. Oui, pas forcément avec doctrine, on peut changer, je sais. Et avec des ressources bien définies. Du coup, il faut bien faire attention, bien réfléchir quant à la conception de vos endpoints pour bien partager les formats correctement, que ce soit pour l'envoyer vers l'API par exemple de OpenAI et après pour le retourner dans les formats standards, JSON-LD, OpenAPI, etc. Ensuite, problématique, éthique et légale, le moment le plus passionnant que les gens adorent, évidemment, dans les conférences. Ça reste très fort du blabla. Mais c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. Si vous voulez utiliser une IA, je vous en supplie, posez-vous des questions. Posez-vous des questions, réfléchissez, parlez avec des gens. La première chose, c'est la propriété des données générées. Vous devez savoir à qui appartiennent les données que vous allez générer avec votre IA, sachant que la question devient beaucoup plus complexe quand on parle de données rédactionnelles ou artistiques. La fiabilité des informations, surtout dans le cadre d'un projet où on génère des biographies, il faut faire attention à ce que les réponses soient... la véracité et la précision des réponses, ça peut nuire à la crédibilité de votre projet. Donc évidemment, il a toujours besoin de l'intervention humaine pour aller toujours un peu vérifier ce qu'une IA a généré, en tout cas au début. Biais inclusion, je pense qu'on ne vous la fait plus. Il faut savoir que les IA sont entraînées sur un nombre massif de données qui sont labellisées en un temps record. Il y a énormément de biais dans ces données.
donc il faut faire extrêmement attention avec comment vous, par exemple, vous fine-tunez, vous entraînez vos modèles ou les modèles que vous utilisez. Renseignez-vous s'ils sont réputés pour être biaisés ou pas, parce que ça arrive fort. Et la confidentialité des données. Alors, si vous souhaitez intégrer l'IA dans un SaaS, dans un PaaS, dans tout ce que vous voulez, dans un service où vous avez des données personnelles d'utilisatrices, comme on vous a appris la première fois que vous avez utilisé ChatGPT, ne mettez pas vos informations personnelles. Ne le faites pas pour vos utilisateurs, c'est normal. Et vous devez également être conforme au RGPD, donc ça veut dire que vous devez tenir au courant vos utilisatrices de quelles données vous utilisez pour faire vos prompts vers les modèles, les IA, etc., etc. Alors, niveau outils, j'ai essayé de me renseigner pour trouver des outils, des frameworks pour utiliser des IA faire appel aux API des IA assez facilement. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous avez le choix entre manuellement. Donc, j'ai fait ma recherche surtout centré sur Symfony. Donc soit vous le faites manuellement, soit vous utilisez les rares outils qui existent. Donc par exemple Tektaalik, OpenAI, REST API Client, c'est une blague, il est déprécié, il n'existe plus. On a LLFent également qui est compatible notamment avec OpenAI, Mistral, entre Claude, bref. Et ce qui est chouette, en fait, ce qui est assez marrant, c'est quand vous lisez, vous allez voir avec quoi c'est compatible, avec quoi ça fonctionne. On voit vraiment la patte PHP open source, dans le sens où ça va vraiment utiliser ça va vous donner l'opportunité d'utiliser des IA qui, disons, qui sont déjà un peu mieux que Meta et Google, quoi. Donc ça c'était assez chouette. Il y a quand même OpenAI parce que malheureusement OpenAI est incontournable aujourd'hui. Et on a également, et petite précision quand même, LLFent est stable uniquement à partir de PHP 8.1, évidemment. On a également la petite communauté OpenAI PHP qui a envie de développer des frameworks pour faciliter l'utilisation d'OpenAI avec des outils PHP, dont notamment Laravel Symfony, de même stable à partir de PHP 8.1, donc faites attention. Pour ce projet, j'ai décidé de le faire manuellement et évidemment de faire avec OpenAI, sinon ce serait pas drôle. Alors, le projet. Donc, moi, j'ai fait mon projet avec l'édition standard d'API Platform. Ici, je vous montre un graphe extrêmement simplifié de ma base de données pour le projet. Et on peut voir directement que c'est vraiment l'entité personne qui est au centre de tout. Donc, vous avez vraiment des entités qui vont mouvoir autour de la personne, donc person job, person school, person relative, person category, person social status, qui vont vraiment à chaque fois pouvoir décrire la personne avec différents faits, différentes choses. On a notamment une table assez marrante qui est person identity field, qui va contenir notamment nom de jeune fille, date de naissance, date de mort, connu pour les dates d'activité. Et en fait, je pense que vous avez pu un peu voir, il y a source ID qui se retrouve tout le temps. Donc en fait, si j'ai pas mis toutes ces informations basiques sur la personne directement, c'est parce que j'avais envie de laisser les gens pouvoir sourcer et pouvoir ramener un maximum de sources évidemment sur chacune des informations. Alors ça, c'est mon entité. Allez, la blague est finie. Du coup, voici les champs. Hein. Donc, on a l'ID, le nom latin et la biographie, parce qu'il y a un minimum de respect pour les personnes dont le nom, dont l'alphabet n'est pas latin, de quand même avoir leur nom écrit dans leur langue natale quand même. Mais vous avez quand même le nom latin avec l'alphabet latin pour les personnes qui le souhaitent. Et on va également stocker du coup la biographie qui sera générée en DB, comme vous pouvez le voir en dessous. On a également un aperçu de toutes les collections qui sont du coup liées à mon entité par rapport aux autres tables qui sont liées à mon entité personne. Alors, du coup, maintenant que vous avez la base, on peut commencer. Première étape, récupérer ma clé OpenAI. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Encore une fois, vous devez vous créer un compte sur je ne sais pas quantième site que vous devez créer par jour. Vous allez créer votre clé personnelle, vous testez votre clé, toujours important hein, de regarder, de savoir quel type de clé d'authentification c'est. Par exemple, ici, vous avez un endpoint qui vous permet de lister tous les modèles disponibles chez OpenAI. C'est toujours intéressant en plus. Et évidemment, donc ici, on a une clé, on a une clé Bearer, on a de
authentification BIRA. Donc n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas de mettre votre clé évidemment dans votre fichier .env. C'est vrai que ça aide pas mal. Alors niveau intégration dans API Platform, on commence. Ah, c'est beau ça. Franchement, je trouve que l'enchaînement de nos talks est génial. Du coup, on va commencer par installer la dépendance, le package Symfony HTTP Client. Donc, j'espère que vous avez bien écouté le talk précédent. Si ce n'est pas déjà fait, parce que je pense que en général, c'est un package qui est beaucoup utilisé et qui nous permettra du coup de faire les requêtes vers OpenAI. La deuxième étape, c'est de créer un service qui va nous permettre justement de faire tous les appels, toutes les requêtes vers l'API d'OpenAI. Première chose à faire, avant de vous lancer la tête perdue dedans, analyser, on a dit le code avant, mais bon, la doc quand même un peu parfois, ici, et regardez comment est construit un appel et comment OpenAI vous recommande de construire l'appel. Donc on voit que ici, le endpoint, donc chat completions, qui nous permet du coup de faire un prompt et d'avoir du texte généré, c'est une requête post et ça va utiliser un contenu en JSON, dont notamment vous pouvez préciser le modèle. Ici, j'utilise GPT-4o Mini. Les messages où vous allez pouvoir justement renseigner votre prompt et la température. Alors, la température, important. Ici, je précise que je suis toujours dans OpenAI. Peut-être que ça change en fonction, mais c'est assez important d'aller lire qu'est-ce que font ces petits paramètres. Vous allez voir pourquoi. Donc, la température, c'est un nombre qui va de 0 à 1. Quand la valeur est assez haute, donc qui atteint plus ou moins les 0,8, ça va rendre votre output assez aléatoire. Tandis qu'une valeur plus basse, donc 0,2 par exemple, va la rendre plus déterministe. Il faut savoir que quand la valeur est mise à 0, le modèle va utiliser une probabilité de log pour automatiquement incrémenter la température jusqu'à un certain plafond. La valeur par défaut est 0. Donc, si vous ne prenez pas le temps de savoir ce que c'est ou de la définir, vous risquez de ne pas avoir le résultat attendu. Donc voilà. Après, température, je ne sais pas si ça s'appelle de la même manière dans toutes les API d'IA. Donc ici, du coup, j'ai mon service, mais vu que c'est petit, je me permets de vous montrer mon beau VS Code avec les belles couleurs, évidemment. Je suis sûre que vous êtes tous très, très, très heureux de le voir comme ça. Mon service qui a été modifié, qui n'a pas été push parce que j'ai eu la chance d'avoir un petit feedback de Nicolas juste ici pour mieux faire évidemment ma request. Donc vous allez importer votre clé API et vous pouvez justement, donc avec API Platform, vous avez le qui supporte le auto-wiring. Vous pourrez directement récupérer votre clé API depuis votre fichier .env. Pas besoin d'aller dans les configs et tout, ça, assez chouette. Vous créez une méthode getResponse qui va prendre notamment 2 paramètres, température et max token, parce que vous pouvez délimiter aussi le nombre de tokens dans la réponse, et vous créez votre request en post, vous donnez votre clé API, vous créez votre body en JSON, et vu que j'ai indiqué JSON ici, pas besoin de faire content type, d'indiquer le content type, ce sera fait par défaut. Donc on retrouve également la même structure que ce qu'on a vu juste avant. Jusque-là, ça va. On continue. Troisième étape, vous créez un state processor pour être attaché à votre entité. Moi, j'avais commencé avec un contrôleur custom. On m'a dit, ouh là là, Laura, on essaye d'éviter les contrôleurs custom en API Platform. Du coup, j'ai appris les state processors. Dans ma méthode process, on va retrouver du coup le traitement assez basique d'une requête qui aurait été envoyée par un client. Donc ici, mon client, c'est Next.js. Donc je vais fetch avec Next.js et mon processeur va traiter ma requête. Donc ici, je vérifie que ce soit bien une instance de personne. Je récupère mes paramètres température, max token s'ils sont précisés. Je crée un prompt. Je vous montre ma magnifique méthode pour créer mon prompt. Vous allez voir, ça va être génial. Et ensuite, on fait appel au service qu'on vient de créer, donc ici OpenAI Service, avec la méthode getResponse en précisant le prompt, la température et le max token. Je vais
stocker la biographie qui est générée dans l'instance de mon entité. Et ici, on a une dernière ligne, parce que j'avais envie de rajouter un petit truc. J'avais envie de rajouter un petit champ qui ne va pas persister dans la base de données, donc il n'y a pas l'attribut ORM dedans, au-dessus, pardon, qui est le generated prompt pour une question de debug. C'est toujours intéressant d'avoir la biographie générée et également le prompt qui a été créé pour générer cette biographie. Du coup, alors mon processeur. Du coup, je me retrouve avec des fonctions comme ça pour créer mon prompt, où je récupère toutes les informations des différents objets qui sont liés à mon instance personne, et je vais commencer à m'amuser à formater chaque collection. C'est très mal fait, mais ça fonctionne. C'est pas du beau code, mais ça fonctionne. On continue. Maintenant que vous avez votre processeur, vous pouvez le lier à votre entité personne. Donc, quatrième étape, définir le endpoint sur notre entité personne. Je vais créer une nouvelle ressource post, faire mon template d'URL, donc l'ID de la personne / generate biography. Je mentionne mon processeur et je mets de la sécurité. Je vous en supplie, mettez de la sécurité sur ces endpoints d'IA parce que sinon, ça va vous coûter très cher. Voilà, parce que ça m'a coûté très cher de faire cette conf. Alors, étape 5, est-ce qu'on teste? D'ailleurs, j'ai un Patreon, n'hésitez pas. Testons ensemble. Donc, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer, pardon, j'étais un peu vite, j'étais un peu dans le feu de l'action. Donc, voici le site officiel qui est mis en prod de Impact. Comme ça, vous voyez un peu quand c'est un peu plus nourri. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir, donc pour l'instant, il n'y a pas forcément tout le temps beaucoup d'informations sur toutes les femmes, mais le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une liste de plein de portraits de femmes. Fail to load, super. Et voilà l'effet démo, let's go. C'est pas grave, j'ai quand même mon local qui fonctionne et mon but sera... donc ici, j'ai deux personnes, j'ai deux femmes qui ont révolutionné la tech à leur manière. Il y a Grace Hopper, si vous ne la connaissez pas. Ensuite, il y a Noriko Arai, qui est pas du tout connue. Et en vrai, c'est assez impressionnant ce qu'elle a fait. Donc, si je vais d'abord chez Grace Hopper, je peux voir du coup sa fiche. C'est vraiment laid. J'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais, mais il y a un côté où c'est mignon en vrai. C'est à moitié back-end, à moitié front-end. On sent que je touche les deux, mais que j'avais pas le temps, quoi. Donc on voit vraiment son nom, les catégories dans lesquelles on la lit, son identité avec son nom de jeune fille, son alias. Il y a 2 fois son alias, c'est pas correct, très bien, j'ai tout décalé, tout va bien. Les écoles dans lesquelles elle a été, job, voilà, et notamment par exemple les achievements. Donc ça va vraiment être un peu l'élément central de ce projet, dans le sens où vous pourrez vraiment mettre chaque chose, chaque étape, chaque fait qu'elle a accompli qui ne rentre pas dans les autres cases. Donc je peux cliquer sur Generate Biography, ici je peux préciser la température, le nombre maximum de tokens, je peux cliquer dessus, croiser les doigts que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, allez. Petit debug? Non, je pense pas, je pense que je vais me reconnecter à tous les coups. Allez, attendez, je vais tenter quand même de me reconnecter parce que ce serait quand même un peu bête de... C'est du local, hein, donc... Mon login, c'est vraiment admin, mais vu que c'est local, vous ne saurez pas vraiment hacker ça. Ah oui, c'est vrai ça, oui, merci de le crier plus fort. Attendez la technologie, attendez la technologie en pleine action. Hop là. S'il y a quelqu'un qui m'appelle, je jette mon téléphone. J'ai mon téléphone. Hop là. Et on va réessayer, on va voir si... Voilà, ça, ok, ça se génère, ça n'a pas généré. Non! Et on place son espoir où on peut. Hein, donc, j'ai vraiment l'impression d'être sur Twitch, là, c'est rien qui va. En tout cas, c'est Internet, ça me rassure. Au moins, c'est pas mes capacités de développeuse. Il y a un côté où ça rassure de temps en temps. Ne regardez pas. Hein, Ah, et là, et les applaudissements. Merci. J'ai rien fait d'extraordinaire, hein, vraiment, ça méritait rien. Du coup, ici, sur base, donc vous voyez en bas, j'ai bien mon prompt qui est absolument horrible à lire. J'ai le prompt « Generate a detailed biography for a person with the following details » avec le nom, les champs d'identité,
notamment les relatives, les écoles dans lesquelles elle a été. Et sur base de ça, j'ai une petite biographie qui a été générée par le modèle GPT-4o Mini. C'est assez joli, je suis assez contente du résultat. Quand vous utilisez un autre, en fait, vraiment, en fonction du modèle que vous allez utiliser, le résultat ne sera vraiment pas le même. Donc ça en vaut vraiment la peine. Ici, j'ai avec ChatGPT, pardon, c'est pas ChatGPT, oulala. Avec GPT-4o, par exemple, on a droit à une mise en page. C'est pas le cas avec tous les modèles. Avec sa biographie divisée en plusieurs étapes, ce qui est assez chouette. Maintenant, à vous, évidemment, de regarder la biographie et de voir si elle correspond à vos attentes et si elle est correcte et précise, évidemment. Donc, on a testé. Très bien. Alors, ensuite, on a LLFent. Donc, pour aller, on va regarder ensemble. LLFent, directement le repo sur GitHub. Oui, on va peut-être agrandir pour les petits yeux. Donc on voit que LLFent supporte OpenAI, Anthropic et Mistral. Et Ollama, mais Ollama c'est plus pour avoir des modèles en local, donc on passe ça. Pour commencer, vous allez devoir, en dépendant de l'outil que vous voulez utiliser, comme on l'a fait en manuellement, votre clé API. Ensuite, en fait, c'est assez chouette parce que dès que la clé API elle est mise, vous avez directement différentes méthodes que vous pouvez appeler pour générer différents types de données. Donc, par exemple, on a le chat pour générer du texte, pour générer un stream de texte. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, moi je fais une simple requête, mais encore une fois, si vous avez bien écouté le talk juste avant, et avec le HTTP client, il y a tout à fait moyen de gérer des communications de stream. Ensuite, vous pouvez également générer des images, vous pouvez retranscrire de l'audio, etc., etc. Donc, si vous allez voir la documentation et le code, vous pourrez un peu voir tout ce qui est disponible avec la bibliothèque LLFent. Fine-tuning. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du fine-tuning ici de modèles pré-entraînés ? Ouais, alors, je ne sais pas ce que vous faites là. Vous savez déjà tout, en fait. Alors, j'ai quand même voulu faire une pointe d'humour avec les flammes pour le tuning de voiture. Tout le monde, ouais, ok, super. Peut-être qu'en Belgique, ah non, on est quand même à Lille, ok. Alors, c'est quoi le fine-tuning ? Maintenant que vous savez comment appeler une IA, c'est quand même très, très intéressant au niveau performance et coût de fine-tuner un modèle pré-entraîné. Donc le fine-tuning est le fait de prendre un modèle pré-entraîné, donc GPT-3 ou 4o par exemple, et entraîner au moins un paramètre interne de ce modèle pour un cas spécifique. Donc encore une fois, c'est vraiment quand, par exemple, du coup ici mon exemple, j'oublie à chaque fois d'utiliser mon exemple, mais mon exemple, la génération de biographie, je peux fine-tuner un modèle pré-entraîné pour pouvoir l'aider à me générer des biographies historiques qui correspondent à mes attentes. Alors, il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que le fait de fine-tuner, par exemple, un petit modèle, en général, vous aurez des meilleurs résultats que si vous utilisez un modèle beaucoup plus gros et général. Donc, ah non, j'allais faire la blague, je ne vais pas faire la blague. Du coup, par exemple, il y a OpenAI qui a prouvé que, par exemple, le modèle InstructGPT avec 1,3 milliard de paramètres qui est fine-tuné contre GPT-3 qui a 175 milliards de paramètres, si InstructGPT vous le fine-tunez correctement, il va donner de bien meilleurs résultats que GPT-3, rien qu'en génération de texte et de données. Sans compter que du coup, si vous utilisez Instruct, vous gagnez énormément de mémoire et de ressources, même au niveau du calcul. Donc, ça en vaut la peine de se renseigner par rapport au fine-tuning. Alors, le fine-tuning, ok, très bien Laura, maintenant dis-moi comment je fais. Donc il y a 3 méthodes de fine-tuning. Il y a la self-supervised learning qui va en fait, comme l'entraînement de base avec les modèles à la base, vous avez un training corpus, donc un corpus d'entraînement en français, et corpus qui signifie ensemble fini de texte choisi comme base d'une étude. C'est assez important, c'est un mot qui est très fort et qui est tout le temps utilisé évidemment en IA, donc c'est important de savoir ce que c'est un corpus. Et ensuite, vous allez le passer à votre modèle pré-entraîné pour qu'il s'entraîne tout seul. Donc si par exemple vous avez écoute ton cœur dans votre training corpus, le but c'est que quand vous l'avez self-supervised, l'entraîner avec cette méthode-là,
quand vous indiquez écoute ton, le but c'est qu'il sorte cœur. Donc vraiment, encore une fois, on est sur des cas spécifiques. Vous ne construisez pas une IA de zéro ici, hein, évidemment. Ensuite, vous avez Supervised Training, donc c'est un peu différent évidemment. Vous commencez à récolter un dataset avec des inputs, des outputs. Vous créez un template de prompt. Donc ici, par exemple, j'ai repris le même. Donc mon prompt, c'est Generate a detailed biography for a person with the following details. J'indique les différents inputs, où est-ce qu'ils doivent aller et comment. Et ensuite, à la fin, j'indique la réponse qui est l'output. Et avec ça, vous pouvez du coup nourrir et entraîner votre modèle qui est déjà pré-entraîné. On a la troisième méthode qui est le reinforcement learning. C'est peut-être la méthode la plus longue, la plus coûteuse, mais qui donne sûrement les meilleurs résultats. Évidemment, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Première étape, vous allez faire du supervised fine-tuning avec votre modèle. Pardon, je vais un peu vite, mais cette manière de procéder est une des manières pour le reinforcement. Ce n'est pas tout le temps la même chose, il y a différentes manières de procéder. C'est une des plus simples, je trouvais, à raconter aujourd'hui. Oui, bref. Du coup, vous avez votre dataset et vous faites un supervised fine-tuning sur votre modèle pré-entraîné. Une fois que c'est fait, vous allez devoir entraîner un reward modèle. Donc ça veut dire que vous allez faire des prompts, vous allez récupérer donc qui est déjà fine-tuné, de votre modèle qui est déjà fine-tuné. Vous prenez les résultats et vous allez devoir labelliser chaque résultat en disant si c'est bien, ouais et non, mauvais. Et après, vous allez pouvoir donner ces labellisations à votre reward modèle pour qu'ensuite le reinforcement entre en scène. Donc vous allez pouvoir faire des prompts, votre modèle va générer du texte, whatever, des données, qui va donner au reward model, et le reward model va lui-même donner un feedback à votre modèle pré-entraîné. Alors par exemple ici, si pour mon projet j'aimerais utiliser de supervised fine-tuning, eh ben, il y a 5 étapes à faire. Enfin 5, non, c'est pas obligatoire, mais vous voyez, réfléchissons, parce que voilà, mon but c'est de vous pousser à parfois un peu faire étape par étape parce que c'est important. La première étape, c'est choisir la tâche de fine-tuning. Ici, c'est l'écriture de biographie. Préparer votre dataset. Donc ici, moi, ce que je ferais, c'est encoder du coup toutes les informations que je retrouve sur une page Wikipédia, par exemple, d'une des femmes. Et ensuite, je vais récupérer comme output la biographie Wikipédia pour lui dire voilà les informations, sous quelle forme tu les as. J'aimerais que ça ressemble à ce genre de biographie. Vous choisissez un modèle de base. Ici, par exemple, c'était GPT-4o mini. Ensuite, vous lancez le fine-tuning. Et la dernière étape, c'est évidemment l'évaluation de la performance du modèle. Et donc, je vous renvoie évidemment aux questions que je vous ai posées au début, que je vous ai indiquées. Faites attention évidemment à tout ce qui est biais, inclusion et véracité des réponses. Alors, tous ensemble, tester, c'est... Ouais, bon allez, plus sérieusement, vous pouvez tester, hein, j'ai vu des tests avec PHP Unit sur les résultats des modèles, des réponses de modèles, mais pour être très honnête, je trouve que le fine-tuning en vaut beaucoup plus la peine niveau temps de vous investir dans du fine-tuning où déjà là, vous avez une étape où vous devez vérifier si la réponse correspond. Donc évidemment, vous pouvez faire des tests pour voir si certains mots-clés apparaissent bien dans la biographie générée. Alors, protection, on va aller très vite parce qu'il me reste très peu de temps. Protection, il y a l'authentification. Protégez vos API avec de l'authentification. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la conférence de l'année dernière de Vincent Chalamont qui parle de OIDC, mais qui fait un excellent récap sur tout ce qui est authentification, autorisation. Je vous la conseille fortement. Mais également, vous pouvez protéger vos API en limitant les appels. C'est-à-dire avec, par exemple, le rate limiting dans la configuration API Platform, où vous avez ici, par exemple, je limite à 100 appels mon API toutes les 60 secondes. Enfin, je limite 100... Oui, bon, bref, vous avez compris. J'ai pas le temps. Les outils, il y a des outils supplémentaires comme par exemple Redis, mais également, par exemple, OpenAI, et je suis sûre que c'est disponible chez Mistral et chez Anthropic. Vous pouvez limiter le nombre d'appels dans un dashboard sur leur site pour limiter directement le nombre d'appels vers leur API à eux. Donc, vraiment, prenez le temps de bien protéger tout ça. Alors, problématique et IA, petit mot, avant de finir,
parce que c'est très important à mes yeux, et même si je l'ai déjà fait un peu au début, ici c'est un peu différent. Moi j'ai vraiment envie de vous sensibiliser aussi sur le fait que l'IA, c'est quelque chose, c'est un peu le buzzword. Alors autant l'avancée technologique est incroyable, c'est ingérable, genre c'est ouf, c'est très, très passionnant. Je veux même faire un master en IA l'année prochaine, on va essayer, on croise les doigts, je sais pas si, bref. Mais il y a un côté où la progression vers laquelle l'IA va, où il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de problèmes, et je pense que vous pouvez utiliser l'IA sans souci, je pense que ça fait partie de l'évolution de notre métier, mais c'est important de le faire en sachant ce qui se passe derrière notamment. Il y a un point, l'opacité de l'utilisation des ressources. Je ne sais pas si quelqu'un a des chiffres que les grands de la tech ont décidé d'enfin donner par rapport à la consommation de ressources de leur data center. Voilà. Non, il n'y en a pas, mais je peux vous dire que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et alors en plus, s'il y a les IA, c'est encore pire. C'est un problème, ça fait déjà des années que ChatGPT est sorti. On n'a toujours aucune donnée de combien, la consommation que l'on fait, la consommation de ressources qu'il y a lors d'appels d'IA, lorsque l'IA fonctionne, c'est très problématique. Et il faut savoir également, on en a beaucoup discuté hier soir avec quelqu'un, les IA sont bâties sur des biais depuis les années 70. En fait, ça date pas de ChatGPT, les IA. Les IA, elles ont commencé, on va dire, il y a eu des idées à partir des années 50, et à partir des années 70, c'était vraiment le moment, l'essor de l'IA. Donc, ça veut dire qu'il y a des grosses bases de données qui ont commencé à se créer à partir des années 70. Et vu qu'il faut beaucoup de données et que ça coûte trop cher, on réutilise les données qui sont déjà labellisées. Donc, ça veut dire qu'il y a des données qui sont biaisées depuis les années 70, qui sont toujours utilisées aujourd'hui pour entraîner vos IA. Au-delà de même aller scraper tous les sites web, ce qui n'est pas une très bonne idée, mais bon, bref. Et par rapport à tout ça, j'aimerais quand même dire que les acteurs dans la technologie, donc nous faisons la technologie aujourd'hui, on ne pense plus. Et ceux qui pensent ne sont complètement déconnectés de la technologie, dans le sens où on ne prend plus le temps de comprendre l'impact de ce qu'on crée, de ce qu'on décide de développer. Donc j'aimerais vraiment... Voilà, c'était mon petit mot pour vous dire, n'hésitez pas, évidemment, n'hésitez pas à penser, non, ça ne va pas ça, mais je sais que vous réfléchissez, mais n'hésitez pas à discuter avec les gens et lisez Nondijou. Pour ceux qui ont lu des BD, en général, c'est belge, donc vous connaissez cette expression. Lisez. Et ce livre, par exemple, je vous le conseille fortement. Les deux exemples que j'ai donnés juste avant viennent de ce livre. Ça est écrit par une doctorante en IA et qui est juste incroyable, qui est époustouflant dans un sens, c'est incroyable l'avancée technologique, et c'est effrayant également sur quoi ces avancées se basent également. Alors, petit remerciement. Merci aux CodePotes. Merci aux CodePotes pour l'aide. Je sais qu'il y en a qui sont là aujourd'hui. En plus, les CodePotes, c'est ma communauté sur Twitch, du coup. Pour votre implication et pour tous les streams à propos du projet Impact, parce que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et merci à Vincent pour ton aide et ta patience. J'aimerais faire un petit soutien avant de finir quand même à Gisèle Pellicot, qui est une femme extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire Mazan. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous, allez voir ce qui se passe. Cette femme est incroyable. Elle se tient devant 50 personnes qui sont accusées sur 90. Ce qui se passe est absolument affreux. Et cette femme se tient comme une lumière au milieu de ce carnage, ce qui est horrible. Mais vraiment, grande force à elle, évidemment. Mais voilà, merci beaucoup. J'espère que j'aurai pu vous apprendre des choses. Il n'y a pas de questions, je pense qu'il n'y a pas de temps. Mais merci beaucoup en tout cas.